Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Héritage d'un passé colonial proche, la France continue de jouer son rôle de puissance militaire en Afrique et elle a d'ailleurs été pendant longtemps la seule puissance à maintenir ses troupes en Afrique. Et d'ailleurs en témoigne la présence militaire des bases militaires françaises un peu partout en Afrique. Sauf que ces derniers temps, cette stratégie est décriée par les Africains qui exigent le départ de ces troupes militaires d'Afrique. Et pour en débattre avec moi autour de ce plateau, nous recevons M. Salif Nian, membre du bureau exécutif de l'Organisation démocratique des jeunes ODJ. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, monsieur l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alad. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, Rasmane Kientega, vous êtes secrétaire confédéral chargé de l'information, de l'organisation et de la propagande. Bonsoir. Bonsoir, de la CGTB. De la CGTB, je m'excuse. Bonsoir à vous et bienvenue. Bienvenue à vous. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous n'allons pas refaire l'histoire, mais dites-nous pourquoi la présence des bases militaires françaises en Afrique. D'abord, il ne faut peut-être pas trop généraliser. Des bases militaires françaises en Afrique, il y en a peu finalement. Il y a quelques implantations permanentes militaires françaises en Afrique, de mémoire. Il y a au Sénégal, à Djibouti, au Gabon, et un léger élément qui subsiste en Côte d'Ivoire. Pour le reste, la présence militaire française, qu'elle soit d'ailleurs permanente ou pas, mais notamment quand il s'agit de présence ponctuelle, obéit à une règle de base, c'est la demande et l'accord, et des accords formels signés juridiquement avec les États d'accueil ou de présence des forces militaires françaises. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des forces militaires françaises en Afrique? Tout simplement parce que la France, parmi d'autres nations d'ailleurs, elle n'est pas la seule, mais elle est peut-être effectivement celle qui se déploie le plus, au moins parmi les nations occidentales, sur le terrain africain, si je puis dire. La France tient à la stabilité de l'Afrique, tient à ce que les pays africains puissent bénéficier de paix et de stabilité. Et quand les pays africains l'estiment nécessaire, justifié, pertinent, ils demandent une présence militaire française sur leur sol. Et en général, d'ailleurs, quand j'ai pu constater à travers quelques expériences passées que quand la France envisage de réformer son dispositif et en général plutôt de le réduire que de l'augmenter, ça donne lieu à des négociations qui sont souvent difficiles parce que les pays africains qui sont habitués, entre guillemets, à avoir des forces militaires françaises ou des bases militaires françaises sur leur sol considèrent que c'est un gage de stabilité et de protection pour leur pays et donc ne voient pas toujours d'un très bon œil des perspectives de réduction de la présence militaire française. Alors la présence des bases militaires françaises en Afrique est-elle finalement tributaire des accords de partenariat ou des accords de défense, disons? Absolument. Sans accord, pas de base ou pas de présence militaire française. Et à l'inverse, si effectivement un État demande un soutien militaire qui n'est pas forcément permanent, mais qui peut être ponctuel ou pour une période déterminée français, nous souhaitons et nous demandons à ce qu'un accord formel soit signé qui permette d'asseoir, de légitimer juridiquement la présence militaire française sur le sol des pays concernés. Alors, Monsieur Salif Nian, depuis 1960 à nos jours, nous avons eu plus d'une soixantaine d'interventions militaires françaises en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est finalement l'incapacité des pays africains à se prendre en charge? Ok, merci pour nous avoir invités au niveau de l'ODJ pour qu'on puisse participer au débat sur la question de la présence des forces militaires étrangères, notamment françaises, ce qui concerne notre pays. Et nous disons que si on fait un peu l'histoire, on va se rendre compte que la rencontre entre notre pays et bien d'autres pays africains avec la France n'a pas été un parfait amour. Et il faut savoir que c'est le 15 novembre 1884 qu'il y a eu la conférence de Berlin qui a dépaissé l'Afrique pour que effectivement la France et d'autres puissances puissent envoyer effectivement leurs armées pour effectivement dépasser le continent en de petits morceaux afin que chaque puissance puisse en disposer. Donc on voyait l'histoire de la rencontre entre l'Afrique, notamment le Burkina Faso et la France. On se rend compte que ce n'est pas un accord d'amour, mais ça a été une rencontre effectivement qui, pour ce qui est notre pays, ça a été effectivement dans la douleur.
Et de ce point de vue, quand en 1960, la France était acculée de partout et était obligée de faire quelques gestes, il a décidé effectivement d'octroyer les indépendances. Et en fait, c'est l'octroi. Parce que quand vous prenez le Burkina Faso, le 5 août, vous allez voir le 7 août. Dans le pays, c'est comme ça. Au Burkina, le 5, vous allez aller ailleurs, c'est le 7, après le 9, ainsi de suite. Donc, on a octroyé pour pouvoir effectivement revenir avec d'autres instruments de domination qu'on appelle la néocolonisation. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, notre pays, effectivement, est une néocolonie française. De ce point de vue, pour qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait accord égal à égal. Mais ce qui n'est pas de notre cas, puisque notre pays est dominé, de ce point de vue, il ne peut pas y avoir effectivement d'accord égal à égal entre le maître et l'esclave. Et de ce point de vue, nous disons que les forces françaises qui sont dans notre pays sont là effectivement pour défendre les intérêts français. Mais la question est simple. Alors, on a eu de 1960 à nos jours, on ne parle pas de la période précoloniale, on parle de la période postcoloniale. De 1960 à nos jours, nous avons eu plus d'une soixantaine d'interventions militaires françaises en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? La question est simple. Ce qui peut expliquer cela, c'est comme il l'a dit, c'est pour les intérêts de la France. De ce point de vue, vous voyez les différents chefs d'État qui ont été installés sont des chefs d'État effectivement qui répondent aux désirata de la France. De ce point de vue, il y a souvent effectivement des problèmes entre les différents valets locaux. Donc la France est obligée d'intervenir à un moment pour faire cesser les hostilités afin de choisir un camp. Et ce qui, vous allez remarquer tout de suite en Côte d'Ivoire, vous allez voir que l'armée française est intervenue avec les forces pro Alassane Dramane Ouattara pour installer Ado au pouvoir. Vous avez vu, dans d'autres pays comme au RD Congo, la France est intervenue pour effectivement installer des présidents qui lui sont favorables. Et donc, pour nous, la présence effectivement de bases militaires dans nos pays n'a rien à voir avec la stabilité, d'autant plus que la France aujourd'hui est au Burkina Faso, mais le Burkina n'est pas stable. Notre nord, l'est, le Sahel est occupé par les terroristes. Donc de ce point de vue, nous disons que la France est là pour protéger les intérêts. Et toutes les interventions que vous avez eues, que ce soit l'intervention, les opérations Serval, Sangaris, Licorne, ainsi de suite, ce sont des interventions effectivement pour défendre les intérêts français. Et pourtant, ce sont des interventions à la demande des États africains. Et nous n'allons pas seulement négativer cela, mais la France a formé des militaires africains. Et donc on peut parler aujourd'hui de partenariat gagnant-gagnant entre la France et certains pays africains. Monsieur Rasmané. Alors moi je ne dirais pas cela. Chez nous il y a un adage qui dit malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Pour ce qui est du cas spécifique du Burkina Faso, souvenez-vous qu'en 1960, après les indépendances formelles comme lui l'a démontré, le premier président d'alors, Maurice Yambelo, avait effectivement demandé le départ de ses forces armées de nos sols. Pourquoi en 1960, nos pères fondateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, même si personnellement, si on me demande mon avis sur la question de l'indépendance, je dirais que c'est des indépendances octroyées comme l'autre l'a dit. Mais au moins, ils avaient eu le courage de dire qu'ils ne veulent pas de forces armées sur nos sols. La collaboration entre la France et ses ex-colonies devrait être... De toute façon, vous savez que aux États-Unis, c'est d'abord l'Angleterre qui s'est installée. Mais aujourd'hui, l'Angleterre n'est pas fou pour aller chercher à installer des bases militaires aux États-Unis. Parce que eux se sont battus pour arracher leur indépendance. Chez nous, sentant la menace venir, le colonisateur a décidé de mettre des valeurs locaux pour continuer à gouverner. C'est pourquoi on parle d'accords déséquilibrés. Vous pensez que les accords, aussi bien militaires, parce que j'estime, isoler la question militaire des autres questions économiques et sociales, et même culturelles, entre la France et ses ex-colonies, c'est faire fausse route. Parce que tout est lié. C'est d'abord une question politique. La France, comme toutes les autres puissances étrangères, cherche effectivement à aller où il y a de la richesse à exploiter. Quel est l'intérêt pour une nation indépendante comme la France de venir chercher la stabilité en Afrique? C'est la première préoccupation. Quel est l'intérêt? Encore que la France elle-même aujourd'hui ne peut pas nous dire qu'elle est suffisamment stable parce que nous avons vu ce qui s'est passé ces dernières années en France. Il y a des problèmes que le président français n'arrive pas à régler. Mais on se presse de venir chercher la stabilité chez nous. Nous avons la réflexion est très simple. Les Africains ne veulent plus, parce que, comme il a dit, la tutelle a trop duré. Aujourd'hui, là,
nous demandons effectivement le départ de ces forces. Permettez aux Africains d'expérimenter l'orphelinat. Nous voulons être orphelins et expérimenter pour prendre notre véritable indépendance. La parenthèse, monsieur l'ambassadeur, c'est que aujourd'hui on dit que tout est lié, question économique, question militaire, question culturelle, mais on a comme l'impression que quand on parle de questions économiques, les Africains sont plus demandeurs, ils ferment les yeux, et quand il s'agit des questions peut-être militaires, on crie sur le toit que la France doit dégager. Quelle lecture faites-vous de tout cela ? Je dois dire sincèrement que je suis un peu navré d'entendre la nature des propos de mes contradicteurs aujourd'hui, parce que ça reviendrait à dire que nous avons installé des valets de la France à la tête des États africains qui ont été des colonies françaises à une époque. Je rappelle simplement que la période de la colonisation, qui peut avoir été traumatisante, j'en conviens tout à fait, a duré une 60aine d'années, quoi, en gros. 70 ans éventuellement, guère plus, et que c'est un tout petit morceau de l'histoire des pays en question qui est bien plus ancienne que cela. Pour autant, cette parenthèse fermée, encore une fois, je n'ai pas l'impression que nous ayons en face de nous des valets. Et ça serait les insulter que de considérer que ce sont des valets. Le président Kaboré a été élu tout à fait démocratiquement au Burkina Faso, et c'est à ma connaissance pas nous qui avons décidé que M. Kaboré devait être président de la République du Faso. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara avait fait l'objet d'une élection démocratique qu'il avait remportée et que son contradicteur refusait de reconnaître. Quand vous me dites, vous parlez de la RDC où nous aurions installé des valets, sincèrement, vous tombez mal. Il se trouve que j'ai travaillé 8 ans en RDC, que j'ai connu 3 élections présidentielles en République démocratique du Congo, et que je peux vous assurer que c'est pas nous qui avons choisi les présidents, quels qu'ils aient été, de la République démocratique du Congo. Je n'ai absolument pas cette conviction, et j'ai même la conviction contraire. Nous avons effectivement contribué à ce que les élections se passent. On n'a pas forcément toujours été ravis de la manière dont elles se sont passées, et nous avons reconnu les résultats tels qu'ils ont été proclamés, qu'ils nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas. Donc dire que vos dirigeants respectifs sont des valets, je trouve que c'est les insulter, et c'est insulter aussi l'intelligence du peuple des pays concernés. Pour ce qui concerne les intérêts que défendrait la France, moi je serais curieux de savoir quels intérêts particuliers, économiques, de richesse ou d'exploitation quelconque nous préservons ou nous essayons de préserver au Burkina Faso. Au Burkina Faso, pour revenir au pays dans lequel nous sommes, c'est pas un jugement de valeur que de le dire, je pense que les dirigeants sont les premiers à l'affirmer eux-mêmes, c'est un pays pauvre. Pauvre, ce qui veut dire qu'il a peu de ressources. Alors, dites-moi quelles ressources nous exploitons et nous préservons au Burkina Faso. Je serais curieux de vous entendre dire qu'est-ce qu'on exploite actuellement comme richesse au Burkina Faso. Et pourquoi est-ce qu'on vient d'un pays où nous sommes nous-mêmes instables, défendre une stabilité dans un pays qui ne le serait pas et qui n'aurait jamais demandé quoi que ce soit. Vous dites les Africains demandent le départ des troupes étrangères et notamment françaises de leur pays. Mais c'est les Africains vos Africains démocratiquement élus, qui ont demandé effectivement à ce que ces troupes soient présentes. Si demain ils demandent à ce que les troupes partent, elles partiront. Donc je ne sais pas si à vous deux vous représentez l'ensemble des Africains, mais moi ce que j'entends et ce que je lis, c'est pas ça. C'est pas on ne veut plus des troupes étrangères françaises, parce que si demain le président Kaboré, le gouvernement burkinabé comme d'autres décidaient qu'ils n'ont plus besoin du soutien militaire français et que les troupes françaises doivent partir, mais elles partiront dans les 48 heures. Alors ce qu'on oublie aussi souvent, il y a des militaires français qui interviennent un peu partout en Afrique, quelque part au prix de leur vie. On oublie ce fait-là finalement. Est-ce qu'on ne doit pas également être reconnaissant, parce que quelque part, on l'a vu au Mali, on l'a vu dans quelques pays africains, que les militaires ont quand même joué un rôle déterminant dans la lutte contre le terrorisme, et quelquefois au prix de leur vie. Je suis d'accord avec vous. Les militaires français qu'on envoie en Afrique, c'est comme quand le Burkina envoie un fonctionnaire à l'ambassade du Burkina en France. Vous êtes un travailleur qu'on vous affecte, vous êtes obligé d'y aller. Que reprochez-vous finalement à la France? J'ai fini. Le jeu qui se fait derrière, vous n'êtes pas forcément comptable. Je vais vous dire une chose. Les intérêts effectivement défendus par la France dans notre pays, moi ça m'étonne que le premier responsable, le représentant donc de la France au Burkina, disent qu'ils pensent comme certains que le Burkina est un pays pauvre et que la France n'aurait aucun intérêt effectivement économique dans notre pays. Parce qu'il y a quand même des éléments. Le groupe Bolloré, installé dans notre pays,
fait des affaires. Castel est installé dans notre pays, c'est la plus grande brasserie, sinon l'unique jusqu'à un passé récent, qui fait plus de 500 millions de recettes par jour. Et dans les accords, nous savons effectivement que dans ces accords-là, ils ont la possibilité de rapatrier leurs fonds en France. Bolloré Ça, c'est est le une premier entreprise aspect. privée. Je cite Bolloré, je parle d'entreprises françaises qui contribuent effectivement à l'économie française. Pour revenir, Orange, Burkina, Onatel, en France là. Le plus grand entrepreneur du Burkina ne peut pas avoir ce marché-là en France. C'est ce qui est important quand on parle d'indépendance. Notre télécom est dans les mains de la France. La France ne donnera jamais à aucun pays, même les États-Unis ne peuvent pas avoir à contrôler la télécommunication en France. Pourquoi? Parce que c'est un secteur stratégique. C'est de ça qu'il est question. Les gens se plaignent qu'on ne maîtrise pas nos renseignements, mais on ne peut pas les maîtriser si vous êtes obligé effectivement de céder ces secteurs prioritaires-là à la métropole. Canal+, vous connaissez les recettes que Canal+ fait dans la sous-région, et notamment au Burkina Faso. Mais c'est ça les intérêts de la France. Effectivement, quand on parle de la France, nous avons toujours fait la part des choses entre l'impérialisme français et le peuple français, qui est aussi exploité comme le peuple burkinabé. C'est important de le rectifier. Le peuple français n'a aucun intérêt à ce que la France occupe le Burkina militairement. La preuve en est que notre activité que nous avons organisée... Mais il n'y a pas de présence militaire française au Burkina. La dernière activité que nous avons organisée, les GAI, les journées anti-impérialistes, du 10 au 12, des Français étaient là, ont pris la parole et ont tenu des propos, nous ont dit comment les Français eux-mêmes vivent en France. Et donc, ces intérêts qu'on protège dans nos pays sont les mêmes intérêts qui sont protégés en France et que nos peuples doivent se battre effectivement pour avoir notre indépendance véritable. L'installation, vous dites qu'il n'y a pas d'armée française au Burkina Faso. Base militaire il n'y a pas de base militaire au Burkina Faso. Le ministre de la Communication. Mais monsieur l'ambassadeur a été clair. Il a dit il y a des bases officiellement installées, mais il y a aussi des interventions ponctuelles. Sauf qu'au Burkina, l'intervention ponctuelle a trop duré. Depuis pratiquement 2013, à Kambouensé, il y a des militaires français qui sont installés à Kambouensé et qui font des interventions dans la sous-région. Aujourd'hui, ils sont à Guibo. On va dire que c'est parce que l'État burkinabé a demandé. Mais lorsqu'on vous met dans une situation où vous êtes obligé de demander, où nous avons parlé des valeurs locaux, ce n'est pas que nous manquons de respect pour nos responsables. Mais c'est ce que les peuples africains ont comme l'impression. Nous ne représentons pas tout le peuple africain, mais je pense que nous sommes venus parler au nom d'organisations qui comptent dans notre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est le reflet de notre société. Les peuples africains en ont marre. Et comme on parle des bases militaires françaises en Afrique, ça peut nous permettre de vous rappeler ce qui s'est passé au Mali. Des militaires français sont morts au Mali. Mais souvenez-vous que quand il y a eu la riposte, l'armée malienne n'a pas pu rentrer à Kidal. Moi, j'étais en mars au Mali pour une conférence. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que des gens, pour venir à la conférence, ont dû faire le tour, passer par Niamey, passer par Ouagadougou, Bobo Dioulasso, pour rejoindre Bamako pour la même conférence. Parce qu'il y a des zones du Mali où ils ne peuvent pas avoir accès, et entre les rebelles, pour ne pas dire les terroristes, et les forces maliennes officielles, il y a l'armée française qui s'interpose. Il y a un problème. L'armée française est venue au Mali à la demande du gouvernement malien de l'époque. C'était effectivement une intervention pour régler la question des terroristes. On ne négocie pas avec des terroristes. Mais lorsque l'armée malienne vient et qu'on fait front ensemble, mais pour entrer à Kidal, l'armée française dépasse l'armée malienne. Et par s'interposer et empêcher l'armée malienne de rentrer à Kidal, il y a un problème. Et les Maliens ont ce sentiment-là que la France est venue au Mali pour défendre les intérêts des terroristes. C'est le premier aspect. C'est ce sentiment-là qui a fait que des bases militaires sont saccagées. C'est le premier sentiment. Mais le deuxième élément, c'est que nous avons un fait historique. En 1957, il y a eu ce qu'on a appelé l'OCRS, c'est-à-dire l'Organisation des communautés des régions sahéliennes. Et ce qui est curieux, ça c'était l'Assemblée nationale française qui avait pris cette note-là pour en faire de ce territoire-là un territoire d'outre-mer. Et ce qui est curieux pour nous aujourd'hui, c'est que les territoires revendiqués par la Zawad, c'est à peu
près les mêmes dimensions que ces territoires qui avaient été effectivement à cette époque-là. Que voulez-vous dire exactement? Je voudrais dire que chez nous, il y a une coïncidence troublante. Qu'aujourd'hui, après effectivement 60 ans d'indépendance presque, des groupuscules se revendiquent un territoire qui avait été balisé dans les années 57 et que finalement, l'armée française, la France s'empresse de venir installer des bases à ces endroits. Et par exemple, le cas du Mali qui est... Peut-être qu'on va nous donner des explications ici pourquoi l'armée française a refusé que l'armée malienne rentre à Kidal. Et pourquoi, que ce soit le MNLA ou je ne sais pas... Nous n'avons pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Par contre, la parenthèse, nous ne sommes pas d'accord nous ne sommes pas d'accord que les accords signés ne sont pas équitables. Vous n'êtes pas d'accord sur ce principe. Ne doit-on pas s'asseoir pour rediscuter simplement les termes de ce partenariat, de cette coopération-là avec la France que de porter ces accusations? Ok, moi je pense que vous avez dit que nous n'avons pas de preuves qui montrent effectivement que Kidal a été donné au MNLA par la France. Oui. Nous avons des preuves. Les preuves c'est quoi? L'ancien ambassadeur malien qui était au Mali, monsieur Nicolas Normand, il a écrit un livre. Le livre l'a intitulé l'Afrique. Le grand livre de l'Afrique, chaos ou émergence au sud du Sahara. Et c'est là-bas qu'il a expliqué que quand effectivement, vous êtes d'accord avec moi que c'est le MNLA qui a été le premier groupe à attaquer le Mali. Et quand ils ont attaqué le Mali, à un moment donné, ils ont revendiqué effectivement l'Azawad, c'est en ce moment que les groupes terroristes qui ont quitté la Libye, dont la France est intervenue effectivement en Libye. Vous savez que la France est intervenue avec d'autres groupes pour bombarder Kadhafi. Et c'est quand les groupes ont quitté la Libye, ils sont arrivés au Mali, ils ont chassé le MNLA. Et c'est quand ils ont chassé le MNLA, comme le MNLA est une fabrication de la France, puisque le siège du MNLA était à Paris, le responsable du MNLA, la France 24 et les autres chaînes françaises lui déroulaient le tapis rouge. Et il intervenait. Et c'est quand ils se sont rendus compte qu'effectivement le MNLA a été mis en ballottage, les MNLA est venu proposer ses services à la France en disant qu'ils vont combattre aux côtés de l'armée française pour libérer effectivement le Nord, et notamment les groupes djihadistes, les Moudiao et autres. Et la condition que le MNLA a posée, c'est que la France doit accepter le compromis, mais refuser que l'armée française puisse effectivement arriver à Kidal. L'armée malienne. L'armée malienne, du moins, puisse aller à Kidal. Et c'est ce qui s'est passé. L'armée française, c'est l'armée française et le MNLA qui sont allés à Kidal. Jusqu'à preuve du contraire, l'armée malienne n'a pas mis pied à Kidal. Et donc, l'ancien ambassadeur Nicolas Normand explique dans le livre que lui n'est pas d'accord avec ça. Il n'a pas été d'accord avec ça, qu'on privilégie des bandits. Par exemple, les terroristes sont des bandits, le MNLA c'est des groupes bandits, puis ils ont travaillé à diviser le Mali. Donc il n'est pas d'accord, ce sont des preuves qu'on a. Deuxième élément, quand monsieur l'ambassadeur dit que au Congo, il ne sait pas ce qui s'est passé, et je suis... Si, je sais ce qui s'est passé. Parce qu'il a fait voilà. Donc je sais que en 1998, par exemple, il y a eu une intervention effectivement française. Et l'argument officiel, effectivement, était pour sécuriser les 2500 ressortissants français qui y étaient. Mais en réalité, les Laurent Désiré Kabila, c'était pour protéger effectivement les intérêts de la France qui y était, notamment le président Laurent Désiré Kabila qui y était et qui était en difficulté. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. D'où est-ce que vous tirez des informations pareilles, enfin? Je pense que Laurent Désiré Kabila était notre allié. Mais bien sûr, bien sûr. Plaisantez. Je ne plaisante pas. C'est une réalité. Voilà. Et l'autre élément, c'est que la liste est longue, je peux vous la remettre à la fin pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Mais pour dire encore, il y a plusieurs sources d'informations. Prenez le livre. Mais pour faire simple, monsieur l'ambassadeur, je reviens à vous. Aujourd'hui, on a ce rejet, je vais dire, de quelques Africains vis-à-vis de la France, peut-être, vis-à-vis des politiques françaises. Que peut faire finalement le Quai d'Orsay ou enfin l'Élysée pour redorer finalement l'image un peu ternie de la France? Je pense qu'effectivement ce qu'on peut faire, c'est essayer d'expliquer toujours encore et à nouveau pourquoi on est présent en Afrique, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les intérêts qu'on défend. Bien sûr qu'on défend des intérêts en Afrique, évidemment. C'est important. Et vous pensez que votre pays, vos dirigeants ne défendent pas les intérêts du Burkina Faso? J'espère que oui.
J'espère que si. En tout cas, nous défendons nos intérêts. Simplement, c'est pas les intérêts, c'est pas ceux que vous évoquez. Les intérêts que vous évoquez, c'est des intérêts commerciaux et économiques. Le commerce entre le Burkina Faso et la France, c'est 290 millions d'euros par an. C'est, pardonnez-moi de dire cela, mais c'est epsilon dans le commerce extérieur français. Donc c'est pas en termes économiques que ça se mesure. C'est en termes stratégiques et en termes politiques. Et en termes stratégiques et politiques, notre intérêt dans le Sahel en général, et puisqu'on est au Burkina Faso, et je ne vais pas réécrire avec vous l'histoire malienne, on est au Burkina Faso, et je parlerai du Burkina Faso, au Burkina Faso en particulier, dans la bande sahélo-sahélienne en général, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la stabilité. Parce que si nous n'étions pas intervenus à l'époque au Mali, le Mali serait tombé aux mains des djihadistes. Si nous n'étions pas ici, à la demande des autorités burkinabées, aux côtés des forces de défense et de sécurité burkinabées, pour les aider à lutter contre le terrorisme, peut-être qu'elles seraient encore plus en difficulté qu'elles le sont aujourd'hui. En tout cas, on peut considérer que si on est là, c'est parce que le gouvernement burkinabé l'a souhaité et les gouvernements burkinabés successifs l'ont souhaité, l'ont demandé. Vous avez évoqué les forces françaises qui sont stationnées à Zagreb. Il n'y a pas de base militaire, je le répète, après votre ministre de la Communication, mais apparemment le message n'est pas suffisamment bien passé, il n'y a pas de base militaire française au Burkina Faso. Et il n'y en aura pas tant que le gouvernement burkinabé ne souhaitera pas éventuellement qu'il y en ait et que le gouvernement français ne décidera pas de son côté que c'est une bonne idée d'en installer. Pour l'instant, on est loin de cette situation. Ce qu'il y a, effectivement, c'est la présence, à la demande des autorités burkinabées, sur la base d'un accord signé avec elles, qu'on a renouvelé en décembre de l'année dernière, de forces spéciales françaises qui contribuent à la lutte contre le terrorisme dans l'ensemble de la région sahélienne. Le jour, encore une fois, je le répète, le jour où les autorités burkinabées décideront que ça n'est plus nécessaire ou que ça n'est plus souhaitable, qu'elles ne souhaitent pas continuer à accueillir des forces spéciales françaises sur leur territoire, les forces françaises quitteront le camp de Zagreb, qui est un camp militaire burkinabé. Alors, pour précision, combien a-t-on de bases militaires françaises en Afrique ? Et je répète ce que je disais tout à l'heure, on a une base à Djibouti, on a une base au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Voilà. Donc 4 bases militaires françaises. Oui, je reviens à vous, Monsieur Nian. C'est vrai que nous sommes dans une situation assez délicate parce que la menace terroriste, elle est pesante. Le Burkina est en insécurité. Nous ne voulons pas que la France intervienne, mais a-t-on les moyens, a-t-on les ressources nécessaires pour faire face à cette menace djihadiste là? Je pense que, comme Kettara l'a dit, il faut nous laisser orphelins. La France n'a qu'à nous laisser orphelins. On va prendre nos responsabilités. Mais je pense que c'est cette manière... Ne doit-on pas nous en prendre à nos dirigeants que de s'en prendre à la France? Effectivement, nous en prenons non seulement à nos dirigeants, qui sont des valets locaux, et nous le répétons, de la France, nous en prenons aux autorités locales, et aussi effectivement les maîtres impérialistes qu'est la France, les États-Unis, les autres puissances. Monsieur l'ambassadeur l'a dit, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré a été élu démocratiquement, c'est pas un pantin de la France. Aujourd'hui, nous devons chercher à résoudre nos problèmes nous-mêmes que d'accuser l'autre. Je pense que entre nous, nous savons ce que nous faisons et nous pensons que quelqu'un ne peut pas venir convaincre le peuple burkinabé à l'étape actuelle là que la France n'est pas derrière les présidents africains. La preuve, prenez tout récemment le vote. Il y a eu une table ronde des bailleurs de fonds qu'on a convoqué pour pouvoir chercher les moyens pour financer les élections. Vous pensez que quelqu'un peut venir mettre son argent dans votre élection et en retour il n'a rien? Non. Deuxième élément, le PNDS, le Programme national de développement économique et social, la table ronde de Paris, c'est où ça a été fait? Est-ce que vous pensez que le choix de Paris a été fortuit? Non. Deuxième élément, vous prenez la question des accords. Il y a un accord qui a été signé le 9 janvier 2015. Et de 8 pages. Et l'accord là, en ce moment, c'était le ministre délégué à la coopération, à l'époque, sous la transition, qui était Moussa Nébié. Et l'accord était, si vous lisez l'accord, ça fait froid au dos. Vous prenez un article de l'accord, l'article 4 de l'accord, et dit que pendant la durée de sa présence, le personnel militaire de la partie française bénéficie à l'égard de la partie burkinabé des immunités et privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946. Ça veut dire que les Français qui sont ici, installés ici, ils peuvent bénéficier effectivement de tous les privilèges et immunités. C'est-à-dire même s'ils tuent quelqu'un, si on arrive que les gens sont assis et on tire sur eux, ils bénéficient effectivement de toute l'immunité possible.
Et ça, c'est dans les accords, c'est écrit. Deuxième, même au Mali, c'était la même chose. Puis l'intervention malienne. Cet accord-là n'est plus valable, hein, tout le monde. Puis l'accord a été signé secrètement. Hein. Le peuple burkinabé n'a pas su. C'est grâce à l'investigation des journalistes patriotes au Burkina Faso que nous avons su qu'il y a eu un accord qui a été signé entre le Burkina et la France le 9 janvier 2015. Et l'accord dit que, c'est-à-dire que si, au cas où l'armée française commet des bavures, c'est-à-dire que la partie burkinabé se soumet et on le juge, on le condamne. S'il y a des dommages et intérêts à payer, la France et le Burkina Faso vont diviser les intérêts en deux. Est-ce que vous pensez qu'en France c'est possible? C'est pourquoi vous avez vu qu'en 2015, avec le viol des jeunes filles, là, l'armée française a évacué ses soldats en France. Vous pensez que les Burkinabés qui sont en France, là, si jamais vous commettez une telle bavure, vous allez venir au Burkina Faso, la justice française vous condamnera. Et ça, c'est la réalité comme ça. Donc, de ce point de vue, je suis maintenant surpris et vraiment que M. l'ambassadeur nous dit qu'il n'y a pas une base militaire au Burkina Faso. Pourtant, à Cambouin-Saint, ils sont là chaque jour, ils patrouillent comme ils veulent, ils traversent le pays du nord au sud. Alors, la précision, la base. Il y a effectivement un contrôle. La précision, la base militaire, la présence des militaires ne veut pas forcément dire qu'il y a une base militaire française au Burkina. Par contre, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, je reviens à vous. Ce qu'on reproche également à la France, c'est de surprotéger quelque part les militaires français. On l'a vu le cas en Centrafrique, où les militaires ont fait des gaffes, mais qui ont été protégés par la France. Est-ce que cela ne contribue pas à décrédibiliser finalement la France? Vous croyez qu'ils ont vraiment été protégés par la France? Ils ont été rapatriés, jugés et condamnés. Okay. Donc, des peines estimées pas à la hauteur ça dépend de ce que après chacun porte sa propre estimation. La justice française elle est indépendante. Si elle a décidé effectivement de les condamner à 2 ans ou à 10 ans, que sais-je, c'est son affaire. Mais les gens ont été jugés et condamnés. Et accessoirement radier l'armée. Enfin bon, ça c'est encore une autre conséquence de leurs actes. Mais encore une fois, je pense que le fondement de tout ce débat, c'est la légitimité ou non de la présence militaire française, en l'occurrence dans le pays où on parle, du Burkina Faso. Moi, je peux encore une fois difficilement parler des autres pays, c'est pas de ma compétence. Pour ce qui est du Burkina Faso, il y a eu un accord de 2015 qui a été renouvelé, enfin renégocié à notre demande d'ailleurs, en 2018 pour aboutir à une signature le 17 décembre 2018 d'un nouvel accord qui permet le stationnement de troupes françaises sur le sol burkinabé. Et toutes les opérations, tous les mouvements qui sont effectués par ces troupes françaises sont notifiés aux autorités burkinabées. C'est une information continue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fasse sans que les autorités burkinabées, militaires évidemment, soient mises au courant. Alors je suis désolé, on ne met pas au courant l'ODJ ou la CGTB. On met au courant l'état-major des armées burkinabées. Et s'il y a des renseignements à échanger, ils sont avant tout, 9 fois sur 10, burkinabés. C'est-à-dire que les renseignements sur lesquels s'appuient l'intervention des troupes françaises au Burkina ou dans la région s'appuient avant tout sur les renseignements fournis par les armées nationales ou par les services de renseignement nationaux. On ne travaille pas seulement avec les armées burkinabées, on travaille aussi avec les services de renseignement burkinabés. Et on a une coopération entre services de renseignement. Parce qu'avant de monter une opération militaire, il faut du renseignement. Et pour pouvoir avoir du renseignement, il faut avoir un service de renseignement qui soit implanté sur le terrain. Dans l'affaire des otages qui a eu lieu ici, parce que quand vous dites qu'on a perdu des soldats au Mali, oui, on en a malheureusement perdu aussi au Burkina, même si dans des proportions bien moindres que les forces burkinabées devant lesquelles je m'incline parce qu'elles sont très sollicitées et que malheureusement elles ont laissé beaucoup de soldats sur le terrain, si je puis dire. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que cette opération a pu être menée au prix de la vie de deux soldats français? Parce que les renseignements burkinabés ont fourni les éléments nécessaires au suivi des terroristes qui emmenaient effectivement les otages vers le Mali. Donc cette coopération, elle est quasiment quotidienne, de tous les instants. On peut estimer qu'elle est illégitime, qu'elle n'est pas nécessaire, qu'il faut effectivement que les Burkinabés soient orphelins. Apparemment, ce n'est pas l'avis de votre gouvernement. Nous, on traite avec des gouvernements. On ne traite pas avec la CGTB ou l'ODJ, que je respecte parfaitement par ailleurs, et je respecte les points de vue très divergents qu'on peut avoir. Tout simplement, on traite par définition, c'est le principe des relations diplomatiques entre États, avec des gouvernements. Et en plus avec des gouvernements légitimes, légitimement élus, démocratiquement élus.
Donc si le gouvernement nous dit demain, encore une fois, on ne veut plus de vous, eh bien nous partirons. Si le gouvernement à l'inverse nous dit on a besoin de vous et on a besoin de continuer à mener des opérations conjointes, on a besoin que vous nous aidiez à former notre armée, à l'équiper, à l'entraîner de façon à ce qu'elle soit plus efficace, plus performante demain, notre souhait, c'est que effectivement dans le plus court délai possible, l'armée burkinabé puisse mener à bien elle-même les opérations contre le terrorisme. On n'a aucune intention de pérenniser notre présence au prix très élevé financièrement, mais aussi au prix éventuel de vies humaines françaises sur le sol burkinabé ou au Sahel d'une manière générale. Le jour, pourquoi est-ce qu'on soutient la mise en place de la force conjointe du G5 ? Parce que le jour où effectivement les armées nationales des pays du Sahel seront en mesure d'affronter elles-mêmes la menace terroriste, eh bien nous serons les premiers à nous en féliciter. Et les premiers à dire, messieurs, bravo à vous. Le problème que rencontre le Burkina Faso aujourd'hui, c'est qu'il a une armée qui est en reconstruction, que construire une armée professionnelle, équipée, entraînée, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que la menace, elle est immédiate. Et que donc on peut considérer qu'on est là comme un allié, un ami et une aide de transition, en attendant que l'armée burkinabé et celle des pays voisins soient aptes elles-mêmes à lutter contre le terrorisme. Le jour où elles le seront, on partira très, très heureux de pouvoir effectivement rapatrier nos soldats. Et pour une armée en reconstruction, c'est tout à fait normal de garder quand même ces militaires français en aide, en soutien dans la lutte contre le terrorisme. Oui. Soyons réalistes. Oui. Aujourd'hui, quand les populations sont tuées dans le nord du pays et tout ça, c'est déplorable. Il faut quand même une réponse coordonnée des États. Il faut, comme on le dit, la force doit être, les efforts doivent être conjoints pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Le Burkina seul ne pourra pas. Vous voyez qu'on commence à se comprendre. Monsieur l'ambassadeur reconnaît aujourd'hui que notre armée est en reconstruction après 60 ans d'indépendance. Et après 60 ans de présence. C'est pas la faute à la France. Laissez-moi finir. Depuis 1960, on a toujours des instructeurs français et la plupart de nos militaires sont formés chez vous. La plupart de nos généraux ont été formés chez vous. Et aujourd'hui, là, notre armée est en reconstruction. Ça veut dire que l'école, l'enseignement reçu là, il y a un problème. Soit l'élève était mauvais, ou bien l'enseignant ne lui a pas donné ce qu'il fallait pour effectivement avoir une armée de qualité chez nous. Ce qui est bien, c'est que notre gouvernement n'a jamais dit que notre armée était incapable et était en reconstruction. Encore que les accords que vous avez cités, nous serons heureux, comme nous sommes prêts à vous donner des documents, que vous puissiez aussi nous donner le dernier accord, parce que notre gouvernement n'a pas mis ça à la disposition de notre peuple. Encore qu'il n'a même pas demandé l'avis du peuple à travers l'Assemblée nationale. En France, ça ne se fait pas comme ça. Pour des questions qui sont importantes pour la vie de la nation, il me semble que le gouvernement français demande l'avis des représentants de son peuple qui sont à l'Assemblée. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. L'accord, cet accord-là, comme il a cité, nous ne l'avons pas encore vu sur le dernier accord que vous avez. Et si c'est à la demande de la France que l'accord a été révisé pour permettre à la France de stationner sur nos sols, ça veut dire que la question des bases militaires, l'absence ou la présence, c'est un jeu de mots. Nous n'avons pas dit que la France a construit des camps militaires chez nous. Nous disons que la France a de la logicielle, du matériel, des hommes sur nos sols. C'est de ça qu'il s'agit. Encore une fois, nous n'avons jamais posé notre revendication directement contre la France. Ce qui est bien, c'est qu'au Burkina, la société civile est très organisée et nous comprenons la source de nos problèmes. C'est pourquoi, effectivement, lors de nos activités là, nous avons posé d'abord la plateforme. On a remis la plateforme au Premier ministre. La plateforme de l'UAP a été remise au Premier ministre. Et les journées de protestation, nous n'avons jamais demandé à marcher en la direction de l'ambassade de la France. L'ambassade de la France. Nous avons toujours posé nos préoccupations face à nos premiers responsables qui, malheureusement, comme il a dit, effectivement, comme un bon esclave adoubé, ne réagissent pas. C'est pourquoi, effectivement, nous sommes dans notre rôle d'éveil. Et c'est ce travail-là que nous avons fait pour l'éveil de conscience, pour qu'à un moment donné, les peuples africains prennent leurs responsabilités. Il ne faut pas attendre que le gouvernement décide que vous partez. Si les peuples, vous êtes là pour défendre des gouvernements, ou bien vous êtes là pour défendre le peuple africain. Si vous êtes là pour défendre le peuple africain, si le peuple africain dit qu'ils n'ont plus besoin de vous, partez. C'est qui le peuple africain? C'est vous? Et donc,
pour finir sur la question, ce qui est bien aussi, c'est que l'autre question, sur la question des intérêts de la France, Monsieur l'ambassadeur a répondu par l'affirmative qu'effectivement la France défend des intérêts dans nos pays, mais c'est plutôt des intérêts stratégiques et politiques. Justement, l'économie là, c'est un élément des intérêts géostratégiques et politiques. C'est important. C'est un élément de tout ça. Nous sommes d'avis avec vous que la France est en Afrique pour des intérêts stratégiques et politiques. C'est pourquoi la France a intérêt à ce que celui qui va être élu soit quelqu'un qui peut lui permettre de mener son jeu politique et stratégique. C'est important. Et malheureusement pour la France et pour les chefs d'État actuellement au pouvoir, la jeunesse africaine a pris conscience. Elle ressemble plus à la jeunesse de 1960 qu'à la jeunesse des années 80. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a pris conscience. Nous avons un peuple qui a pris dans la douleur et aujourd'hui cherche effectivement à aller vers son émancipation. Et ça va arriver. La France, aussi bien la France que ses valets locaux ont intérêt à suivre la marche. Si le Burkina a des difficultés, c'est parce que nous avons une classe politique au pouvoir qui n'ont pas suivi la jeunesse, qui a fait l'insurrection de 2014 et qui a résisté face à un putsch soutenu à un moment donné par la communauté internationale. C'est ce qui est important dans notre pays. Nous avons une jeunesse qui a compris. Et malheureusement, dans la sous-région, pour les détracteurs des peuples africains dans la sous-région, beaucoup de jeunesse ont compris et beaucoup de peuples ont commencé à prendre conscience. Et ça, il faut effectivement, si la France veut rester en Afrique, de redéfinir les accords. C'est important. Et dans ce cadre-là, il faut que les accords soient négociés en partenaires et non pas en maîtres. Moi, ça me fait rire quand on dit France-Afrique. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, France-Afrique. Quand on dit France-Afrique, quand 10 chefs d'État africains sont obligés de courir à Paris pour rencontrer le président Macron, pour discuter, et on dit non, c'est un sommet France-Afrique, c'est un sommet Russie-Afrique, mais c'est dommage pour nos pays. Dans cet accord-là, vous pensez qu'il peut y avoir accord à intérêt égal? Pourquoi tout un continent? C'était combien, effectivement, en Russie? Pour ne pas dire qu'ils y sont toujours. Vous pensez que c'est comme ça que l'Afrique va s'émanciper? Et quand la jeunesse consciente commence à revendiquer ce que la jeunesse de la France revendique là-bas et qu'on ne les traite pas d'indisciplinés, quand la jeunesse africaine revendique ses droits, on dit qu'ils sont ceci, ils sont cela. Mais pourquoi certaines organisations syndicales bénéficient du soutien financier de cette même France-là et après on se retourne pour les critiquer? Ce sera trop facile. L'organisation ne bénéficie pas du soutien de la France. Monsieur l'ambassadeur est là, il peut confirmer si la CGTB reçoit des financements de la France. Parce que j'estime que s'il est le premier responsable, le premier répondant de la France dans notre pays, si la CGTB reçoit des financements de la France, il doit pouvoir le dire. Nous ne recevons pas des financements de la France. Encore que nous pouvons avoir des organisations amies en France. Ce n'est pas la bourgeoisie française. Et même ça, je dis que la CGTB, qui est mon organisation, il n'y en a pas. Nous avons des coopérations, nous avons des organisations dont nous discutons d'égal à égal. La CGT France est un partenaire. Ils y étaient à notre conseil syndical l'année passée. Nous avons échangé sur des questions qui nous intéressent en tant qu'organisation syndicale, mais nous ne recevons pas 5 francs de la CGT France. Ça, c'est vous qui le dites, oui. Ok, je pense que, comme Kedara l'a dit, l'ONG aussi, c'est pas l'ambassadeur là, il peut nous contredire ou pas. Nous n'avons pas bénéficié de fonds de l'ambassade de France. Il faut qu'on soit clair. Deuxième élément, même s'il arrive que l'ambassade, l'État français nous dit, voilà, nous vous donnons des fonds, cela ne doit pas nous empêcher effectivement de nous battre. Si effectivement après si par exemple d'aventure ils veulent nous donner des financements parce qu'ils ont nous avons vu un projet que nous avons mené et que le projet les intéresse et qu'ils décident de nous soutenir, et si demain nous gardons notre liberté de ton, c'est à eux de se retirer. Aujourd'hui, si quelqu'un bailleur de fonds, s'il arrive, vous parlez d'impérialisme, nous n'avons pas de financement des impérialistes. Nous avons effectivement des accords, mais ils disent au cas où, si les gens trouvent que nous sommes en train de faire un projet et que les personnes se retrouvent dans ce projet, qui viennent et disent votre projet nous intéresse, nous voulons aussi faire partie, ça ne veut pas nous empêcher notre liberté de ton. Deuxième élément, quand vous prenez par exemple la France dit que par exemple si elle n'était pas là, l'Afrique allait sombrer et vraiment les djihadistes allaient arriver à Bamako, ils allaient arriver peut-être qu'au Burkina on n'allait pas être là. C'est un fait au Mali. Nous avons dit que c'est pas vrai. C'est un fait au Mali. Mais pourquoi vous voulez pas? Si le peuple malien n'est pas capable, que les djihadistes envahissent Bamako, c'est ce que vous souhaitez? C'est ce qu'ils méritent.
le Burkina Faso, si le Burkina Faso n'est pas capable de défendre son territoire et que les terroristes envahissent, c'est que c'est comme ça ils méritent. Et en temps opportun, quand ils auront les moyens de riposter, ils vont le faire. Et je suis sûr que notre peuple a les moyens effectivement de riposter. Troisième élément, monsieur l'ambassadeur dit qu'ils sont là pour aider notre armée. Vous lisez un document de Raphaël Granvaux de l'association Survie. Et que fait l'armée française en Afrique? Vous allez vous rendre compte de ce qu'effectivement l'armée française fait en Afrique. Ce sont les grands instructeurs de notre pays. Ils sont effectivement des conseillers. C'est eux qui dirigent souvent les états-majors de façon clandestine. Mais quand ça chauffe, ils viennent officiellement. Et ça, c'est des réalités qu'on peut lire dans le livre de Raphaël Granvaux. Le général Guinguéré que vous voyez, il a été décoré en France au moment où nous crions ici au Burkina Faso. Il avait été décoré de la Légion d'honneur. Vous le savez. Mais quand il y a eu le coup d'État, l'ancien président Hollande a dit celui qui garde à celui qui va s'opposer aux décisions de la CEDEAO. Avant même que la CEDEAO n'arrive. Ça dit que le président François Hollande avait déjà toutes les propositions de la CEDEAO et ces propositions étaient rejetées en bloc par le peuple burkinabé. C'est pour dire que le peuple burkinabé sait ce qu'il fait et il sait là où il part. Et troisième élément, monsieur l'ambassadeur parle du commerce. Aujourd'hui, en Afrique, là, le commerce de la France en Afrique, c'est pas moins de 50%. Nous n'avons pas que la France, nous avons la Chine. J'arrive. Je dis la France, c'est pas de la France. C'est pas de la France. Ça a baissé à un moment donné avec l'agressivité des différentes puissances comme la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil. La France commence à perdre du terrain. C'est pourquoi effectivement quand vous lisez le Sénat français, le rapport du Sénat français en 2013, il a un rapport de plus de 500 pages. Le rapport du Sénat français 2013 où ils ont dit clairement que la France est en difficulté. Et il va falloir effectivement mettre le niveau militaire effectivement avec les intérêts de la France. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux arrivés, de nouveaux pays impérialistes comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et même dans une moindre mesure l'Afrique du Sud. Donc de ce point de vue, la France aujourd'hui est menacée dans son précaré. C'est pour dire... L'ODJ traite-t-elle tous les partenaires d'impérialistes au finish? Non. Non, si. Puisque vous parlez des impérialistes brésiliens, des impérialistes chinois, chez nous, tous les partenaires qui viennent sont-ils des impérialistes? À l'ODJ, nous avons une vision. Et si nous voulons traiter quelqu'un, ça ne peut pas nous empêcher de dire ce que nous pensons. L'ODJ ne doit pas traiter directement avec des pays. Comme on l'a dit, ce sont des accords diplomatiques, ce sont nos dirigeants c'est une erreur que les gens nous font un mauvais procès. Qui vont négocier ça. Ils font un mauvais procès à ceux qui se battent contre l'impérialisme. Si le Burkina Faso aujourd'hui arrive à se libérer du joug de l'impérialisme, il pourra traiter égal à égal. La France traite avec la Chine là. La France traite avec les États-Unis, mais c'est d'égal à égal. C'est pas un commerce équitable non plus. Et là où je suis surpris, entre les puissances, c'est pas un commerce équitable. Là où je suis encore surpris, et par les propos de monsieur l'ambassadeur, c'est quand il dit que par exemple le Burkina Faso n'a pas les moyens. Mais des recherches ont prouvé que la bande sahélo-saharienne est très riche effectivement en manganèse, en chrome, en bauxite, en or, en plutonium, en cobalt, en diamant, en pétrole, en gaz, de tout. Et donc, aujourd'hui, la France, après avoir pris la défaite en Algérie, après la guerre d'Algérie, la France est revenue effectivement instrumentaliser le MNLA pour créer effectivement l'organisation des États riverains du Sahel qui composait les frontières de la Mauritanie, la Libye, le Mali, du moins le Niger. Et toute cette zone-là est une zone qui est très riche en matière première. De ce point de vue, la France a intérêt effectivement à déployer ses armes sur l'Anse pour contrôler le Burkina Faso est au cœur de l'Afrique centrale. Si vous êtes au Burkina, vous avez à 1000 km, vous avez le port. Vous avez le port. C'est pourquoi vous allez voir les industries, les multinationales françaises, Bolloré, avec qui on a bradé le chemin de fer de notre pays. Vous allez voir, même la question du G5. Le G5 Sahel, la fois dernière, je lisais le 6 octobre 2019, je lisais dans un journal de façon.net, où on a dit qu'il y a un contrat de 7,2 milliards de francs CFA qu'on a donné à une entreprise Arcus, et qui s'appelait anciennement Renault Trucks Défense. C'est 7,2 milliards qu'on leur a remis pour pouvoir payer des blindés, des camions et autres. Ça veut dire qu'ils sont là. C'est pour leurs intérêts. De ce point de vue, vous avez vu aussi le bradage de l'aéroport de Doncin qu'on veut faire à la France. C'est un groupe français, Meridium, à Marseille. On veut brader l'aéroport, effectivement, et le nouveau partenaire français dit que s'il prend l'aéroport là,
400 km de périmètre, l'État burkinabé ne peut plus développer un aéroport. C'est-à-dire que Ouagadougou, ça fait 360 km. Si on prend l'aéroport à 400 km de périmètre, ça veut dire que Bobo n'aura même plus un aéroport. Est-ce que vous pensez que privatiser notre espace aérien, un pays qui se fait souverain peut faire ça? Vous privatisez votre télécom, vous privatisez votre aéroport, vous privatisez votre consommation, et comme par exemple à Brakina et autres, comme le l'a dit, en mars 2015, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours là, le directeur de la Sodibo Brakina, Marc Posmantier, a dit clairement, avec la grève des travailleurs, il disait que l'entreprise Sodibo Brakina perdait 500 à 600 millions par jour. Et les syndicalistes avaient calculé en disant que en 10 ou bien 12 jours, on arrive à payer tout le salaire annuel de tous les travailleurs en 10 jours de production. Est-ce que ça là, vous pensez que la France est là pour rien? Toutes ces questions-là, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous allez vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, quand la France part pour parler à l'ONU, il a effectivement, c'est lui qui gère tous les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin. Ce sont ces précarés. Donc, il parle à leur nom. Et ça lui permet effectivement d'avoir une influence politique et diplomatique au plan international. Alors, je reviens à vous, monsieur l'ambassadeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enjeux. Il y a des enjeux d'ordre économique pour la France. Par rapport à d'autres pays comme la Chine, comme l'Inde et récemment la Russie. Si la France venait par exemple à fermer toutes ses bases militaires en Afrique, est-ce que cela aura un impact négatif géopolitique pour la France ? Oui, probablement. Je veux dire, le problème n'est pas de savoir si la France va fermer demain toutes ses bases ou toutes ses implantations militaires en Afrique. La question, c'est de savoir quel type de relations les pays africains, parce que l'Afrique en soi, en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose, les pays africains veulent quel type de relation avec la France. Et la France veut élaborer ou maintenir quel type de relation avec les pays africains. Moi, je suis un peu sidéré par les discours que j'entends très patiemment depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être projeté 45 ou 50 ans en arrière lors de mes cours de philo, de marxisme, léninisme, en terminale. Je veux dire, le seul problème avec Marx, c'est qu'il a juste oublié le passage, le moyen de passer de la dictature du prolétariat au communisme, ce qui fait que personne n'a encore jamais vu le communisme s'installer quelque part. Mais la lutte contre l'impérialisme, enfin mettre dans le même panier la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, la France, les États-Unis, que sais-je. Mais enfin, je voudrais simplement vous amener à raisonner presque par l'absurde. Si demain, si je suis vos préconisations, vos recommandations, puisque vous prétendez représenter la jeunesse, voire le peuple africain dans son ensemble. La France, effectivement, au Burkina, encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est la situation du Burkina. Le Burkina obtient, la jeunesse, le peuple burkinabé, obtiennent de haute lutte que toutes les implantations économiques françaises au Burkina ferment, que les implantations militaires françaises et la coopération militaire française au Burkina cessent, que la coopération en matière de sécurité civile, de sécurité intérieure cesse, bref, que la France se retire complètement et qu'il n'y ait plus un Français qui traîne encore qu'il va y avoir un problème parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont mariés avec des Burkinabés et l'inverse, et beaucoup de Burkinabés, enfin beaucoup de Franco-Burkinabés, à peu près 50% des gens enregistrés au consulat, ils sont Franco-Burkinabés. Je sais pas ce qu'on fera d'eux là. Mais enfin, admettons qu'on arrive à chasser tous les Français exploiteurs et impérialistes du Burkina. Mais qu'est-ce qui va se passer demain ? Vous avez réfléchi au jour suivant ? Vous nous expliquez doctement, mais si le Burkina n'est pas capable de résister aux djihadistes, eh bien tant pis pour lui. Il l'aura mérité. Enfin, c'est énorme, c'est d'un cynisme absolu. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, aux téléspectateurs qui nous écoutent, que si, ma foi, le gouvernement burkinabé et le Burkina a suivi ou subi dans son histoire récente des secousses importantes, qui peuvent expliquer, si ce n'est justifier, le fait que toute son organisation, y compris militaire, ne soit pas forcément opérationnelle. Ça ne veut pas dire que les soldats ont été mal formés, que les généraux ont été mal formés en France, ou que l'élève était mauvais, ou que sais-je. Enfin, je veux dire, la France, elle a connu des périodes extrêmement douloureuses et négatives, voire noires dans son histoire. En 1940, la France était à genoux. S'il n'y avait pas eu des alliés à ce moment-là, on ne parlerait plus de la France aujourd'hui. Ou en tout cas, certainement pas de la même façon. S'il n'y avait pas eu au moment où effectivement la France était envahie, conquise, des gens qui sont de l'extérieur venus aider les quelques Français qui voulaient bien effectivement se lever pour continuer à se battre, je ne serai pas devant vous aujourd'hui comme représentant de la France pour vous parler des intérêts français au Burkina Faso. Donc il faut accepter humblement, avec un peu d'humilité, que
que la lutte finale et révolutionnaire, c'est bien, c'est louable, c'est audacieux. Mais il y a des moments dans l'histoire d'un pays où il faut accepter aussi qu'on n'a pas forcément les moyens de tout faire. Et les moyens de tout faire, ça veut dire d'être capable effectivement de résister à des forces dont le but ultime, même si on n'est pas dans le même schéma que la Deuxième Guerre mondiale, mais finalement c'est un schéma idéologique où on peut faire quelques assimilations. Le but ultime de ces forces que nous combattons ensemble, c'est de détruire l'État et la société burkinabé. C'est de détruire l'État et la société malienne. C'est d'imposer la charia au Burkina Faso comme au Mali. Et c'est de considérer effectivement, allez en parler aux Yézidis, allez en parler aux Irakiens et aux Syriens qui ont vécu sous la férule de l'État islamique pendant plusieurs mois, voire années. Et quelle coalition internationale il a fallu mettre en place pour finir par les en débarrasser? Vous croyez qu'ils auraient réussi tout seuls? Mais malheureusement non. Si on n'était pas venu en aide à ces pays-là, aujourd'hui, ces populations qui ont été violées, torturées, massacrées, etc., par les mêmes qui sont ici dans la bande sahélo-sahélienne en train de vous attaquer et de tuer vos soldats et vos populations civiles et les fidèles dans les mosquées en train de prier au nom de l'islam, soi-disant, eh bien, ils seraient effectivement peut-être au pouvoir et ils vous contrôleraient. Ils contrôleraient la société burkinabé et c'est ça dont vous rêvez pour la société burkinabé de demain. Peut-être, après tout, c'est votre droit. On peut partager toutes les conceptions qu'on veut. Enfin, c'est pas la nôtre, très clairement. La nôtre, c'est de maintenir une société burkinabé libre, y compris libre de nous dire demain, messieurs, merci, on n'a plus besoin de vous. C'est un État souverain qui décidera de ce qu'il veut. Nous sommes malheureusement pratiquement au terme de cette émission. Nous allons faire un tour de table, 30 secondes par personne pour conclure. On sait qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes interdépendants. Un peuple ne peut plus vivre en autarcie, raison pour laquelle il faut s'ouvrir économiquement, culturellement, comme nous le faisons, peut-être aussi avec ces accords de défense tant décriés. Au finish, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que nous, en tant qu'organisation, vous, en tant qu'organisation, vous voulez pour le Burkina? En 30 secondes, s'il vous plaît. Contrairement à ce que l'ambassadeur veut faire croire, nous voulons effectivement que notre peuple puisse jouir effectivement de sa liberté, de sa souveraineté, pour défendre ce qu'il a de cher au plan économique, au plan culturel, au plan diplomatique, politique. Parce que ce que l'ambassadeur ne dit pas, c'est qu'il a dit que nos ancêtres sont venus les aider à défendre la France. Mais ça même, on les a forcés à le faire. Hein. Ce n'est pas de gré. Mais en récompense, qu'est-ce que la France nous a donné? Le franc CFA, en 1945. Une monnaie coloniale, néocoloniale. 46. Voilà, en 1946. La récompense que la France nous a donnée, c'est le franc CFA. C'est ça la récompense de la France. Pour ceux qui sont battus, qui ont versé du sang pour sauver effectivement la patrie, mais la France. Nous avons reçu du mépris et c'est ce que nous sommes en train toujours de vivre. Parce qu'on pense que sans la France, nous ne pouvons rien faire. Pourtant, c'est le contraire. Sans nous, la France ne sera rien. Parce que les richesses de l'Afrique, c'est ça qui maintient effectivement l'économie française. Merci. Je prends la balle au bon pour dire, comme il a dit, quand la France et son peuple étaient incapables face à l'Allemagne d'Hitler, la France a été conquue. Les Français, je suppose, se sont organisés pour riposter et reconquérir la France. Si les Africains, ou quelques pays que ce soit, si vous êtes incapables, vous allez tomber sous la domination. La France n'est pas là pour libérer le Burkina Faso. Je regrette. Est-ce que vous pouvez faire le bilan? C'est vrai qu'on est en fin d'émission. Vous ne pouvez pas nous faire le bilan de votre intervention en Libye? L'intervention de la France en Libye, là, quel est le résultat que ça a? C'est l'ONU. Est-ce que ça a sauvé l'ONU? De toute façon, vous savez de quoi. Malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le dernier élément, c'est de dire que si on se concède que l'armée française est stationnée, parce que c'est le terme que vous préférez au Burkina Faso depuis 2011 au lieu d'avant, même si on considère en 2011, il n'y avait pas de djihadisme qui se développait au Burkina. Ils étaient au Mali, mais ils n'étaient pas au Burkina. Et l'armée française est venue s'installer. Et aujourd'hui, 8 ans après, notre pays est en train d'être envahi avec tout ce que vous avez comme renseignement, tout ce que vous avez comme drone que vous mettez à la disposition et que vous avez la possibilité de coopérer avec nos soldats. C'est quand même bizarre que ce soit l'armée burkinabé qui a donné les renseignements pour aller libérer les Français et ils sont incapables effectivement de détecter les djihadistes qui attaquent par dizaines, centaines de motos nos camps militaires. Ça nous permet de réfléchir et nous voulons effectivement que notre peuple réfléchisse à ça pour comprendre où se trouvent vraiment les intérêts de la France. Notre objectif là, c'est pas que les entreprises françaises au Burkina ferment, qu'on les nationalise. L'Onatel était purement national.
Donatel, là, c'était des capitaux de l'État burkinabé. On a privatisé, qu'on nationalise. C'est ça qui est important. Merci, M. Rasmané, Monsieur l'ambassadeur. Oui, merci. Je ne suis pas sûr de réussir en 30 secondes à convaincre mes deux interlocuteurs qui manifestement sont partis avec un discours très idéologiquement construit. Tout ce que je voudrais faire, c'est essayer de convaincre ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent du fait que la France n'a pas d'intérêt majeur économique au Burkina Faso, contrairement à tout ce qui peut être affirmé. Que la France n'a pas... Alors, je préfère passer sur l'accusation portée de complicité avec les mouvements terroristes, parce que là, vous allez à un point qui devrait même m'amener à quitter le plateau, compte tenu de la grossièreté, on va dire, de l'accusation que vous portez. Ce dont je voudrais convaincre nos auditeurs et vos téléspectateurs, c'est que si la France est au Burkina Faso, 1, c'est à la demande des autorités burkinabées, légitimes, démocratiquement élues. 2, c'est pour contribuer à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du Burkina Faso, et que nous avons, je le répète, effectivement, intérêt à la paix, à la stabilité du Burkina Faso, y compris pour y faire du commerce, comme d'autres. Vous avez évoqué 50% tout à l'heure. Je crois que vos chiffres devraient être mis à jour. On est à 17 ou 18% de part de marché française en Afrique d'une manière générale, y compris en Afrique francophone. On est très très loin des 50%. Et il y a d'autres pays qui effectivement, ont des positions bien plus dominantes que la nôtre. Mais peu importe, le problème n'est pas là. Le problème est de faire en sorte qu'on puisse avoir un partenariat équilibré. Et pour avoir un partenariat équilibré, il faut avoir un pays souverain en face de soi et un peuple digne. Le peuple burkinabé est digne. Je souhaite qu'il puisse le rester et qu'il puisse effectivement demain se réveiller dans un Burkina libre, souverain et pas sous la coupe des djihadistes ou des terroristes. Voilà, c'est avec ces mots de l'ambassadeur, M. Luc Alade, que nous refermons ce débat. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme sur Tweet TV. Au revoir.